Lorsque l'on veut lancer un projet et créer une société en France, on se retrouve souvent perdu face aux nombreux statuts juridiques qui existent. Que ce soit la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SASU, le URL, etc. Alors comment faire le bon choix sans perdre de temps? Dans cette vidéo, on va aborder les différents statuts juridiques, que ce soit au niveau de la micro-entreprise ou au niveau des sociétés, les différences de statut social et fiscal des sociétés, les différents impôts soumis selon les types de sociétés. On va voir également aussi combien ça nous coûte de se verser un salaire en société, les différentes charges déductibles que l'on peut passer en société. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai les différentes stratégies pour optimiser ses bénéfices et ses impôts et qui vous fera économiser pas mal d'argent. C'est parti. Salut à toi, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras du contenu autour du e-commerce sur Amazon FBA. Et si ce business t'intéresse, tu trouveras en description une formation totalement gratuite pour découvrir ce qu'est l'aventure sur Amazon FBA. Alors on se retrouve sur mon écran, on va pas perdre de temps. Donc les différents statuts d'entreprise que tu peux retrouver en France, que ce soit l'entreprise individuelle, la SASU, le URL, la SCI, etc. Donc on va passer au peigne fin, en fait, les statuts les plus courants, les plus utilisés en France. En première partie, on va voir tout ce qui est autour de la micro-entreprise. Au niveau de la micro-entreprise, c'est le premier statut vraiment simple et rapide, qui est gratuit, que tout le monde peut faire. Au niveau des conditions pour créer sa auto-entreprise, sa micro-entreprise, c'est qu'il faut être majeur ou mineur émancipé, ne pas être déjà travailleur non salarié, c'est-à-dire ne pas avoir, par exemple, d'une entreprise individuelle. On ne peut pas cumuler une entreprise individuelle ou une URL avec le statut de la micro-entreprise, parce que c'est, on va dire, une entreprise individuelle. Avoir une adresse en France. Et pour les ressortissants hors Union européenne, être titulaire d'une carte de séjour temporaire autorisant l'ouverture d'une auto-entreprise en France. Et pour cela, il faut se renseigner auprès de votre préfecture pour savoir si, au niveau de votre titre de séjour, vous pouvez ouvrir une micro-entreprise. Mais généralement, c'est possible pour tout le monde. Maintenant, au niveau des avantages, c'est très bien pour commencer et tester le marché en étant salarié. Donc, pour vérifier les clauses de contrat au niveau de votre contrat de salarié ou fonctionnaire, s'il n'y a pas de clause de non-concurrence, c'est-à-dire en fait, si vous voulez créer une micro-entreprise avec tout ce qui est dans toute activité qui est liée à votre entreprise de salarié, si vous avez une clause de non-concurrence, il faudra vérifier au niveau de votre contrat si vous pouvez ouvrir ce type d'activité-là. Donc, il n'y a pas besoin de comptable, pas de bilan ou de compte de résultat. Donc, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de comptabilité. Il faut juste tenir un livre de dépenses, de recettes. Donc, c'est ce qu'il est dit par l'administration fiscale. Mais aujourd'hui, les banques en ligne, vous avez tous les encaissements et tous les décaissements de votre activité. Et moi, ce que je recommande, c'est d'avoir quand même un compte pro en dehors de votre compte privé pour pouvoir justement distinguer votre activité de votre vie perso. Donc, la création est rapide et gratuite sur l'INPI ou sur Infogreffe, etc. Vous pouvez créer votre auto-entreprise. Voilà. Et si vous voulez savoir comment créer son auto-entreprise, je vous mettrai cette vidéo où je vous explique les différentes étapes pour vous créer votre micro-entreprise en ligne. L'avantage, vous pouvez bénéficier de l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise. En fait, pendant un an, vous avez une réduction des cotisations sociales de 50%. Par exemple, si vous êtes en prestation de service qui est à peu près à 22%, vous ne paierez que 11% de cotisation sociale. Et si vous êtes en vente de marchandises, au lieu de payer 12%, vous payez que 6% de cotisation sociale. Donc, c'est déjà ça de prix pendant un an. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de gestion de TVA. Vous êtes exonéré jusqu'à un certain seuil. On va voir par la suite. Il y a différents plafonds. Les inconvénients, parce qu'il y a quand même des inconvénients. Donc, il n'y a pas de possibilité de récupérer la TVA à l'achat. Donc, en fait, quand vous ne gérez pas la TVA, vous achetez tout en TTC et vous vendez tout en TTC. Il n'y a aucune charge déductible, donc vous ne pouvez pas déduire de charge. Vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez faire des prestations que vous n'êtes pas trop rentable, vous serez quand même imposé, taxé sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est plus pour les personnes qui font de la vente de marchandises, où il faut vraiment voir la rentabilité que vous faites quand vous vendez des produits pour justement être le plus rentable possible pour absorber justement cet impôt-là. Un autre inconvénient, il y a les partenariats restreints avec certaines sociétés. Il y a certaines sociétés qui ne veulent pas travailler avec des micro-entreprises. C'est surtout en France que je vois ça, des fournisseurs qui réclament quand même que vous ayez un certain statut et que vous fassiez un certain chiffre d'affaires pour pouvoir justement collaborer avec vous. Faut savoir que le chiffre d'affaires est plafonné. Au niveau des plafonds de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2023, donc il faudra à chaque fois que si vous regardez cette vidéo, vérifier sur le site des impôts, impôts.gouv,
pour mettre à jour en fait les plafonds annuels. Donc au niveau de l'achat de vente de marchandises, on est plafonné à 88 700 euros de chiffre d'affaires annuel et en prestation de service à 77 700 euros. Quand je dis prestation de service, soit activité libérale ou commerciale, et vente de marchandises, c'est prestation d'hébergement, vente de denrées à consommation sur place, donc restauration, ou achat et revente de marchandises. Au niveau des plafonds de TVA, un seuil de franchise et un seuil majoré de TVA. En fait, c'est la différence entre les deux, c'est on va dire la marge acceptable de seuil à ne pas franchir. Donc, par exemple, pour l'achat et revente de marchandises, le seuil de franchise de TVA est à 91 900 euros et le seuil majoré à 101 000 euros. C'est-à-dire, en fait, donc si par exemple la première année, vous avez dépassé 101 000 euros de chiffre d'affaires, ben, la deuxième année, il va falloir commencer à déclarer la TVA au-dessus de 101 000 euros. Pour cela, je vous conseille de contacter le service des impôts de votre ville pour pouvoir justement vous renseigner par rapport à votre numéro de TVA intracommunautaire en tant que micro-entreprise. Et pour tout ce qui est prestation de service, donc le seuil de franchise est à 36 800 euros et le seuil majoré à 39 000 euros. C'est-à-dire, en fait, une fois que vous avez dépassé 39 000 euros de chiffre d'affaires, l'année d'après, il va falloir commencer à déclarer la TVA au-dessus de 39 000 euros. Maintenant, au niveau de l'ACRE, donc l'aide aux créateurs et reprises d'entreprise, donc c'est l'aide qui est accordée sur la première année. Voilà, ici, vous voyez les taux de cotisation. Par exemple, au taux normal en achat et revente de marchandises qui est à 12,3%, ben, ça passe à 6,2%. Ici, prestation de services BNC ou BIC, donc à 21% qui passe à 10%, etc. Donc ça, c'est pas à négliger, surtout quand vous entamez votre micro-entreprise la première année, c'est de faire directement la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF, auto-entrepreneur, pour pouvoir justement bénéficier de cette réduction qui vous permettra ben, d'économiser pas mal d'argent la première année. Maintenant, en deuxième partie, on va voir tout ce qui est société. Donc, je vais passer sur quatre types de sociétés. Donc, la SASU, SAS, EURL, SARL. Au niveau de la société, donc la SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Donc, c'est un statut que l'on retrouve souvent dans les entreprises familiales et dans les petites et moyennes entreprises, les PME. Il s'agit d'une personne morale, ce qui nécessite de rédiger des statuts. Quand on dit personne morale et personne morale, c'est abstrait. Ça veut dire tout ce qui est société, c'est une entité abstraite qui représente la société. Et tout ce qui est personne individuelle, entreprise individuelle, c'est le statut, c'est la personne physique. Et l'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui correspond en fait à une SARL, mais qui ne compte qu'un seul associé. En fait, une SARL, c'est plusieurs associés. Et une EURL, c'est la SARL, mais en fait avec un associé. Et il s'agit d'une société unipersonnelle et donc d'une forme juridique possible pour le créateur d'entreprise qui se lance seul dans son projet. Ensuite, on a le côté SAS, SASU. Donc SAS, Société par action simplifiée. Donc il faut être au moins deux pour créer une SAS. Et la SASU, c'est Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc il correspond en fait à une SAS qui compte un seul associé. La SASU, c'est quand on est seul et la SAS quand on est plusieurs associés. Et la responsabilité est limitée au montant des apports. Donc on a le patrimoine privé qui est protégé. C'est ça le gros avantage quand on est en société, c'est que le patrimoine privé, que vous avez une maison ou n'importe quoi, en fait, il est protégé. Par exemple, si vous avez fait un dépôt de bilan, ben, la responsabilité est limitée au montant de vos apports. Un exemple, si vous créez une société, une SASU, par exemple, à un capital de 1 000 euros, ben, vous serez engagé uniquement sur 1 000 euros si vous avez des créanciers par rapport à des dettes par rapport à des créanciers, que ce soit ben, des fournisseurs, des distributeurs, des personnes que vous avez passé des contrats, etc. Donc vous serez limité au montant total des apports. Maintenant, au niveau de la protection, donc, j'ai réuni un petit schéma qui vous permet de savoir en fait les différences de protection par rapport aux différents types de sociétés. Donc, on commence par la micro-entreprise. La protection du patrimoine privé et perso, en fait, qui est très très faible, surtout au niveau du patrimoine privé. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, vous êtes en micro-entreprise et que vous avez des dettes et que vous vous retrouvez face à des créanciers, s'il arrive ce genre d'épreuve, ben, c'est vous qu'on ira chercher en tant que personne individuelle. Au niveau de la SNC, la SCI, je pense que c'est les pires. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous ayez une part dans la SNC ou dans votre SCI et si, par exemple, vous avez une dette d'1 million d'euros, c'est vous qu'on ira chercher. Donc vous devrez payer la dette d'1 million d'euros. C'est un exemple, bien sûr. La différence entre la SNC et la SCI, c'est que la SCI a un peu plus de protection. Pourquoi? Parce que ce sera limité au montant du pourcentage de l'apport que vous avez mis en termes de capital. Alors qu'une SNC, même si vous avez que 1%, ben on ira vous chercher pour pouvoir payer l'intégralité de la dette. Donc c'est vraiment deux types de sociétés où le patrimoine, franchement, privé est dangereux et on est très très peu protégé.
Ensuite, on a l'entreprise individuelle, l'ex-EIRL, où là, aujourd'hui, ben, on a un peu plus de protection parce que le patrimoine privé et perso sont distincts. Il n'y a plus besoin de faire des déclarations d'insaisissabilité auprès du greffe du tribunal pour dire que, par exemple, votre résidence principale, votre voiture, vos biens communs, ben, sont distincts de votre patrimoine professionnel. Et en fait, si vous avez des dettes au niveau de vos créanciers, des fournisseurs, etc., ben, en fait, ils ne pourront pas vous saisir ben, votre bien immobilier principal et non pas secondaire et les biens que vous consommez, enfin, que vous possédez euh, en tant que privé. Et ensuite, au niveau de l'EURL, la SASU, c'est donc là, au niveau des sociétés, donc c'est vraiment les sociétés qui sont le plus protégées, parce que peu importe les dettes que vous pouvez avoir, eh ben, on ne pourra pas justement vous saisir vos biens privés, même si vous avez des résidences secondaires, etc., ce ne sera pas du tout mélangé. Et la différence entre les deux, EURL et SASU, c'est si par exemple vous avez des dettes au niveau des cotisations sociales, ben, l'URSSAF pourra vous réclamer à titre personnel en tant que gérant majoritaire l'argent que vous devez et alors qu'en SASU, même si vous devez de l'argent à l'URSSAF, mais ils ne pourront pas venir vous saisir en tant que personne individuelle parce que votre société représente bien une personne morale et non pas une personne individuelle. Donc la SASU, c'est on va dire la SAS SASU, c'est le statut juridique où vous êtes le plus protégé, où on va dire où vous courez le moins de risques lorsque vous développez votre activité. Maintenant, dans cette troisième partie, on va voir ensemble les différences de statut social et fiscal des différentes entreprises. Alors, au niveau du statut social, il faut savoir que la responsabilité est limitée au montant des apports. Là, on est en société, on n'est plus en micro-entreprise. Donc, il y a le statut travailleur non salarié. Donc, vous êtes affilié au SSI, donc ancien RSI, donc c'est la Sécurité sociale des indépendants. Donc, en fait, tout ce qui est régime de sécurité sociale, etc., c'est affilié au SSI. C'est le gérant majoritaire d'une SARL ou le gérant d'une EURL, qui est l'unique associé, qui est donc travailleur non salarié. Donc, les cotisations sociales sont moins élevées, entre 40 et 45%. Les protections sociales, par contre, sont limitées. Donc, il faudra opter pour des solutions d'assurance facultatives en termes de mutuelles, etc. Et vous n'avez pas droit au chômage. Donc, c'est vraiment la particularité quand vous êtes travailleur non salarié, un peu moins protégé. Donc, il faudra prendre des assurances complémentaires pour justement assurer votre protection sociale. Donc maintenant, au niveau du statut, donc, il y a assimilé salarié, affilié au régime général de la sécurité sociale. Donc assimilé salarié, c'est tout ce qui est, par exemple, patron de SAS, SASU, et c'est le statut que vous êtes lorsque vous êtes salarié. Donc vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale en termes de protection sociale. Le gérant non associé minoritaire ou égalitaire d'une SARL, donc s'il est associé minoritaire d'une SARL, il peut bénéficier du régime général. Le dirigeant d'une SAS ou une SASU, donc qui est affilié au régime général, les cotisations, par contre, sont plus élevées. Donc, vous avez environ entre 65 à 77%, mais même jusqu'à 80% de cotisations sociales lorsque vous versez un salaire. Donc, ce n'est pas à négliger. C'est pour ça que vous avez une meilleure protection, mais vous payez plus de cotisations sociales. Vous avez une meilleure protection sociale, donc régime général, et favorable pour le maintien à l'ARE du chômage en cas de non-rémunération avec prise de dividendes. En fait, lorsque vous créez une SASU, ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez bénéficier du chômage en étant en SASU et si, dans le cas où vous ne rémunérez pas, c'est-à-dire que vous ne versez pas de salaire, vous pouvez toucher l'ARE à la fin de votre résultat fiscal. Donc, une fois que votre bilan est établi, vous pouvez vous verser des dividendes et ça ne remettra pas en cause le paiement du chômage tous les mois. Donc, ça, c'est vraiment un avantage lorsque on veut lancer une entreprise et qu'on est salarié, de faire le switch. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, toucher uniquement les dividendes et de ne pas me rémunérer avec ma SASU pour pouvoir justement toucher le chômage tous les mois et cela pendant 2 ans. Maintenant, au niveau du statut fiscal, donc tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est impôt. Donc, tout ce qui est impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui sera soumis à l'impôt sur le revenu? C'est donc les entreprises individuelles par défaut, donc que ce soit l'EIRL, l'EI, la micro-entreprise, la SNC, tout ça, c'est des entreprises individuelles qui sont soumises automatiquement à l'impôt sur le revenu. L'EURL avec un associé unique personne physique avec possibilité d'opter pour l'IS. Mais par contre, ça, c'est de manière irrévocable. Ça veut dire que si vous lancez en URL et que vous optez à l'impôt sur la société, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et ça, c'est en cas de bénéfices importants. Si vous savez que la première année, dans votre activité, vous faites des bénéfices importants, ce qui est bien, c'est de passer en impôt sur les sociétés, même en URL, parce que ça viendra en fait réduire votre résultat fiscal, parce que ça vous permettra en fait d'adosser en fait vos bénéfices à l'impôt sur la société et non pas à vous, dans votre foyer fiscal, à l'impôt sur le revenu. Donc ça vous permettra d'économiser en termes d'impôts. Je vous laisse contacter un expert comptable qui pourra mieux vous renseigner que moi par rapport à votre situation. C'est ce qu'il en ressort de plus
c'est que si vous êtes en URL et que vous allez faire beaucoup de bénéfices, par exemple, que vous avez très peu de charges, que vous êtes en prestation de service, ben, ce qui est bien, c'est d'opter pour l'IS pour justement être taxé que impôt sur les sociétés à l'ordre de 15%. Ça vous permettra de ne pas être impacté à l'impôt sur le revenu et payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Et au niveau de la SARL et de la SAS, pour une durée maximum de 5 ans, en faisant supporter les charges au revenu fiscal du foyer, en cas d'activité non rentable au démarrage. En fait, pour profiter personnellement des déficits en cas de perte ou de résultats faibles lors des premiers exercices. Maintenant, là, c'est le contraire. Si par exemple, vous optez pour la SAS ou la SARL et que vous savez que vous allez faire beaucoup d'investissements, que vous n'allez pas forcément être rentable les premières années, ou la première année, ou même les premières années, ben, ce qui est mieux, c'est d'opter pour l'impôt sur le revenu, pour pouvoir justement faire passer tout le déficit dans votre impôt sur le revenu de votre foyer, et ce qui permettra en fait de réduire justement l'impôt sur le revenu à payer et qui vous permettra aussi de ne pas payer d'impôt. Et c'est avantageux lorsque vous avez un taux d'imposition personnel qui est inférieur à 30%. Si vous êtes à moins de 30% au niveau de votre impôt sur le revenu en termes de paiement, ben, il faudra se poser la question pour voir si ce n'est pas vraiment judicieux, si vous êtes en SAS ou SARL, de faire la demande à l'IR, et cela pour 5 exercices maximum. Au-delà des 5 exercices, vous basculez automatiquement à l'IS. Maintenant, on va voir la différence entre l'IS et l'IR. Donc, au niveau de l'IS, donc impôt sur les sociétés, donc tout ce qui est EURL, lorsque l'associé est une personne morale, donc entité juridique, donc en URL, on peut se soumettre à l'impôt sur la société, on est éligible. Tout ce qui est SARL, SAS, SASU, donc c'est soumis à l'impôt sur la société automatiquement. L'impôt sur les sociétés est calculé sur le bénéfice fiscal réalisé par l'entreprise et la possibilité de réduire le bénéfice avec des charges déductibles afin de réduire l'impôt fiscal à payer. Donc le but quand on est en société, c'est de charger au maximum, de faire passer le plus de charges possible dans l'entreprise pour baisser au maximum l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, contrairement à la micro-entreprise, il sera calculé uniquement sur le bénéfice fiscal, c'est-à-dire entre ce que vous ce que vous rentrez en termes de vente, de chiffre d'affaires et ce que vous avez en termes de charges dans votre société, la différence, c'est les bénéfices. Eh bien, vous serez taxé uniquement sur le bénéfice. Et c'est ça l'avantage lorsque l'on est en société, surtout en France. Donc, au niveau du taux d'imposition en société, en l'IS, donc on est imposé à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Donc, le capital est entièrement libéré. Si le capital social détenu à 75% minimum par des personnes physiques, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 10 millions d'euros sur 12 mois pour bénéficier de ce taux d'imposition à 15%. Et après, au-delà de 42 500 euros, le taux d'imposition il passe à 25%. Donc, avec un résultat net de 50 000 euros, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin de votre bilan, de votre résultat fiscal, on a un résultat, un bénéfice net de 50 000 euros. On calculera 15% de 0 à 42 500 euros, donc 15% d'imposition, donc ça fait 6 375 euros. Après, au-delà de 42 500 euros, on sera taxé, on sera imposé à 25%. Donc ça fait 25% de 42 500, ça fait 1 875 euros. Mais on fait la différence entre 50 000 euros et les 42 500 euros de plafond, ce qui fait 7 500. Et si on fait 7 500 fois le taux d'imposition à 25%, on obtient 1 875 euros. Donc voilà comment on calcule. Pour calculer après l'ensemble du total, il faut additionner donc, les deux montants. Donc 6 375 plus 1 875, ça fait 8 250 euros. Donc il y aura 8 250 euros d'impôt sur les sociétés à payer avec un résultat net de 50 000 euros. Voilà, maintenant on passe à la quatrième partie qui est les salaires. Combien ça nous coûte de se verser un salaire en société? Donc au niveau de la SARL et URL, les cotisations sociales donc, sont faibles, sont de 35 à 46% de la rémunération. En cas de dépôt de bilan, ben, les cotisations sociales dues au SSI, ben, donc tout ce qui est URSSAF, seront à la charge du dirigeant, donc, contrairement à la SASU, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on se verse un salaire, on n'a pas besoin de bulletin de salaire en cas de gérant majoritaire ou associé unique, donc en termes de URL. Pas de droit de chômage et non soumis au Code du travail. Et pour valider les 4 trimestres de retraite, on doit se verser 600 heures de SMIC, donc c'est la loi actuellement en 2023, 6 762 euros exactement, soit 600 heures fois 11,27. Pour les autres années, quand le SMIC est revalorisé, ben, vous changez le calcul. Ensuite, au niveau de l'SAS, la SASU, donc les cotisations sociales sont de 65 à 86% de la rémunération. C'est idéal pour toucher des dividendes, donc soumis à l'IS, pas de cotisation sociale sur les dividendes. Imposition de la flat tax PFU à 30%. Au niveau des dividendes, lorsque vous voulez vous verser, il y a une taxe qui s'appelle la flat tax ou la taxe PUMA, qui est 30% en fait du bénéfice que vous avez récolté.
Et en cas de dépôt de bilan, le dirigeant est protégé des cotisations sociales dues au SSI. C'est ça l'avantage avec la SASU ou la SAS. C'est même si vous devez de l'argent à l'URSSAF au niveau des cotisations sociales, ben, vous n'êtes pas maintenu en tant que personne individuelle ben, de dette par rapport à l'URSSAF. Obligation de bulletin de salaire, 6 rémunérations. C'est pour ça qu'on est en assimilé salarié, obligé de sortir un bulletin de salaire si vous vous rémunérez. Et c'est idéal pour le maintien de l'ARE, donc du chômage, sans toucher de rémunération et en touchant des dividendes. Donc, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est idéal en SASU. Vous avez la possibilité de ne pas vous verser de salaire, de vous payer uniquement un dividende et de toucher le chômage tous les mois, cela pendant 2 ans maximum. Donc là, je vous ai fait un schéma clair qui vous permettra de savoir en fait, plus ou moins avec une idée visuelle, ce qu'on doit sortir pour pouvoir se rémunérer en tant que dirigeant. Donc là, c'est pour tout ce qui est SAR, SARL, EURL. Donc pour un montant de 1 000 euros, c'est-à-dire si on se verse 1 000 euros de salaire, donc on n'a pas de retenue salariale. Ça, c'est l'avantage quand on est en URL ou SARL, on n'a pas de cotisation sociale sur ça. Par contre, on a 46% de charges patronales à peu près, donc ça fait 460 euros. Au niveau de cette rémunération, ça aura un impact à l'impôt sur la société, parce que ça va réduire notre impôt sur les sociétés. Donc l'économie que l'on fait, c'est que si on est soumis à 15%, ben, on fait une économie de 219 euros. Et si on est soumis à 25%, on fait une économie de 365 euros. Parce que le but, en fait, de se rémunérer, c'est que ça va charger la société, ça va diminuer l'impôt sur les sociétés. Au niveau du coût réel, ben, en fait, lorsqu'on est soumis à l'IS à 15%, ben, ça ne nous coûtera que 1 241 euros. Et si on est soumis à 25%, ça nous coûtera que 1 095 euros. Donc, c'est vraiment un calcul à prendre en compte lorsque l'on veut se lancer soit en URL, soit en SASU. La rémunération du dirigeant sera non déductible des résultats si vous avez l'option à l'IR. Là, je parle uniquement de l'option à l'IS. Si vous avez l'option à l'IR, ça ne rentrera pas en compte au niveau du résultat fiscal. Et au niveau de la SAS, la SASU, pour avoir 1 000 euros net, on a une retenue de 280 euros. Donc, c'est comme si vous prenez votre fiche de paye en tant que salarié, vous avez votre brut et votre net, et vous avez une différence des cotisations sociales, et bien, c'est ça que vous payez quand vous êtes en SASU. Vous actez un bulletin de salaire, donc vous avez des retenues salariales sur ça. Donc, il faudra se payer 1 280 pour être payé 1 000 euros net. Donc, il y aura toujours des charges patronales à payer, ce qui correspond à peu près à 46% des 1 280. Donc, ça fait à peu près 576 euros. Au niveau de l'économie que vous pouvez faire sur l'IS, c'est que, bien sûr, vous êtes versé un salaire, mais ça va impacter votre résultat fiscal. Ça va réduire votre impôt sur les sociétés. Donc, l'économie que vous faites quand l'impôt est à 15%, ben, c'est 278 euros. Quand l'impôt est à 25%, vous êtes à la tranche de 25%, c'est 464 euros. Donc, le coût réel de votre entreprise, quand vous voulez vous verser un salaire de 1 000 euros, ben, en fait, si vous êtes à l'IS à 15%, ben, ça vous coûte 1 578 euros. Et si vous êtes à 25%, ça vous coûte 1 392 euros. Et là, la différence, c'est que la rémunération du président rentre en charge déductible pour la société avec une baisse considérable de l'IS. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire que vous donnez en SASU, ça va rentrer en compte sur le résultat fiscal et ça va réduire notablement votre impôt sur la société. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte que, oui, se verser un salaire, ça coûte plus cher en SASU, mais ça vient réduire aussi votre résultat fiscal. Maintenant, au niveau des dividendes, comment ça se passe? Donc, c'est 30% sur le résultat fiscal. Donc, vous payez la flat tax qui intervient uniquement après avoir payé l'IS. En premier, vous payez l'IS, 15% de votre résultat fiscal. Et après, une fois que vous avez payé l'IS, le résultat qui reste, vous avez 30% qui revient à la flat tax quand vous versez des dividendes. Et après, c'est net d'impôt. Heureusement, je dirais. Exemple, vous avez un résultat de 50 000 euros. Ben, l'IS à payer, c'est 6 375, ce qu'on a vu précédemment. Le résultat net, ben, vous faites les 50 000 euros moins les 6 375 euros d'impôt sur les sociétés à payer. Donc, ce qui vous reste 43 625 euros. Ensuite, on va appliquer les 30% de la flat tax à ce résultat-là. Donc, 43 625 euros fois 30%, ce qui fait 13 088 euros. Donc, il restera en dividende net 43 625 moins 13 088, soit 30 537 euros. Donc, c'est vraiment ça à prendre en compte. Sur les 50 000 euros de résultat net que vous faites en société, mais il n'y a que 30 000 euros, 537 qui vont dans votre poche en termes de résultats nets. Donc, il n'aura pas d'impact sur votre impôt sur le revenu en tant que personne individuelle dans votre foyer, mais c'est à prendre en compte voilà, qu'il y a une différence entre le résultat net que vous avez dans votre entreprise et ce que vous mettez réellement dans la poche. Maintenant, dans cette cinquième partie, on va voir tout ce qui est charges déductibles. Donc, les charges déductibles, c'est des frais ou des dépenses qui est payé par votre société dans le cadre de l'activité professionnelle uniquement, dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, cette phrase-là,
En gros, si c'est dans le cadre de votre activité professionnelle et si c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, il faut vraiment garder ce sens-là quand vous souhaitez en fait faire passer une charge dans votre entreprise. Et donc, le mieux pour pouvoir optimiser et charger au maximum votre société, c'est de définir des statuts larges dans votre objet social. Ça, vous le voyez avec votre expert comptable ou votre fiscaliste, de rédiger des statuts plus ou moins larges, mais qui vous permettra d'englober le maximum de dépenses au sein de votre société. Et c'est des charges qui viennent déduire le résultat fiscal, donc l'IS ou l'IR si vous êtes à l'IR. Au niveau des charges déductibles, ce que vous pouvez avoir, là je vous ai énuméré certaines charges, donc l'achat de matières premières pour une activité de production, le salaire, rémunération du dirigeant, donc uniquement en SAS ou en SASU, l'achat de produits en vue de leur revente pour une activité commerciale, le mobilier, le matériel professionnel, les frais de repas, les frais de déplacement, les dépenses professionnelles telles que les fournitures de bureau, les frais d'encaissement de notes d'honoraires sur votre facture, les frais d'envoi postaux, de téléphone, etc., les frais d'actes et de contentieux, et aussi des frais de publicité, des cotisations versées à des ordres ou des syndicats professionnels, des frais de formation professionnelle, donc frais d'études, cours ou stages de perfectionnement, frais de préparation ou d'impression d'une thèse de doctorat, en fait tout ce qui est formation, ça vous pouvez le faire passer en société. Loyer en partie si activité à domicile ou location de bureau. C'est-à-dire si vous avez alloué par exemple une pièce exprès de chez vous, dans votre résidence principale pour votre activité, ben, vous pouvez déduire cette partie-là dans votre entreprise. Tout ce qui est séminaire, réunions, déplacements, dépenses vestimentaires nécessaires par l'exercice de la profession uniquement. Parce que ça, ils sont, par exemple, la robe d'un avocat ou la blouse d'un médecin, etc. Ça peut rentrer en compte pour les dépenses vestimentaires. Vous n'avez pas commencé à refaire votre garde-robe de chez vous lors d'un contrôle, être repris par rapport à ça. Les cadeaux d'affaires, dans le cadre d'un usage proportionné. Donc, il ne faut pas abuser quand vous faites des cadeaux à vos clients. Maintenant, on passe à tout ce qui est charges non déductibles. Donc, tout ce qui est taxes, donc TVS, taxes sur le véhicule, la société, les taxes foncières, les amendes, etc. Ça, c'est pas déductible. Les impôts, on a vu que c'était pas déductible. La CSG, CRDS, il y a une partie qui est non déductible. Tous les impôts qui sont inventés au fil des années, certains ne sont pas déductibles. Location ou achat de voitures jusqu'à un certain plafond. On pouvait louer des voitures, acheter des voitures, mais il y a un certain plafond à ne pas dépasser. Les dépenses considérées comme luxueuses, comme chasse de loisirs, pêche non professionnelle, achat ou location de résidence de plaisance, de yachts, de bateaux de plaisance, ce qui est de luxe, il faudra prendre ça avec des pincettes, il faudra faire attention de dépenses luxueuses. Voilà, maintenant, si vous êtes resté jusqu'à la fin, on passe à la dernière partie, à la sixième partie, qui est les stratégies pour pouvoir justement optimiser le maximum de bénéfices et d'impôts. Alors, la première stratégie, c'est quand on est en prestation de service. Lorsqu'on fait de la prestation de service en tant que freelance, ou en tant que boîte de consulting, etc., ce que je recommande, c'est de commencer en micro-entreprise si votre chiffre d'affaires annuel il est inférieur au plafond de TVA, qui est à 39 100 euros par an. Ça vous permettra d'être moins chargé en termes de cotisation sociale et de ne pas être éligible à la TVA. Si, par exemple, vous faites moins de 39 100 euros à l'année, ben, vaut mieux rester en micro-entreprise et de ne pas gérer la TVA, pas être éligible à la TVA et d'être taxé, on va dire, en termes de cotisation sociale au minimum, c'est-à-dire à 22%. Et si le plafond risque d'être dépassé, alors l'EURL à l'IS pour garantir une rémunération avec peu d'imposition, que ce soit sociale et fiscale. Pourquoi? Parce que en URL, au niveau des cotisations sociales, comparé à la SASU, ben vous êtes à 45%. Si vous versez un salaire, vous payez que 45% de cotisations sociales. En prestation de service, vous faites beaucoup de bénéfices, vous avez très peu de charges, et donc vous allez avoir beaucoup de bénéfices, et c'est ce qui permettra de se payer en dividende, d'avoir que 30% de flat tax à payer par rapport à ça, et pour se payer en dividende. Maintenant, si vous êtes en vente de marchandises, l'idéal, en fait, c'est la SASU à l'IS, avec prise de dividende si vous êtes salarié en parallèle ou si vous touchez le chômage. Par contre, si vous n'avez pas droit au chômage, alors se verser un salaire minimum pour cotisation de retraite, chômage et sécurité sociale. Pour valider les trimestres de retraite, c'est 600 heures de SMIC, ce qui correspond à peu près à 6 700 euros à l'année. Et vous pouvez cumuler une partie en salaire, une partie en dividende aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et maintenant, pour la stratégie, si vous êtes en vente de marchandises et en prestation de services, le mieux, c'est de cumuler une SASU et une micro-entreprise. Pourquoi? La SASU pour se verser des dividendes lorsque vous êtes en vente de marchandises et la micro-entreprise pour prestation de services et se rémunérer avec des taux de cotisation qui sont faibles, soit 22%. Vous me payez 22% de cotisation sociale avec une prestation de service que de l'inclure dans la SASU et d'être taxé à 15% de l'IS plus 30% de flat tax. Si on crée des statuts larges, ça va vous permettre de faire passer le maximum de charges, on va dire, en société. Mais en termes d'optimisation fiscale, ce n'est pas ce que je recommande. Ce n'est pas ce qui est le plus optimisable. Pourquoi?
parce que vaut mieux être taxé qu'à 22% en micro-entreprise, d'isoler la prestation de service et ça vous permettra d'optimiser et de communiser un maximum en termes de fiscalité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ce contenu au niveau de différents statuts juridiques en France. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de faire un point avec votre expert comptable ou un fiscaliste qui vous permettra d'optimiser au maximum par rapport à votre situation. Les retours que j'ai pu vous faire, ce que j'ai pu vous montrer ici au niveau des informations, c'est dû à mon expérience, c'est dû à mes échanges aussi avec des cabinets d'experts comptables, des avocats fiscalistes qui m'a permis de réunir toutes ces informations-là. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les faire en bas de la vidéo, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si la vente, le e-commerce sur Amazon vous intéresse, vous avez en description une formation totalement offerte qui vous permettra de découvrir ce qu'est la vente sur Amazon. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres contenus. Ciao, ciao.